Je me trouve avec Christophe Zeller, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Areal et pour nous, vous réalisez une chronique qui s'appelle Sans langue de bois. Aujourd'hui, nous parlons de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors le projet de loi sur l'IFI vient d'être retoqué par le Sénat, notamment concernant le calcul. Alors comment réagissez-vous, Christophe Zeller, au fait que les sénateurs s'emparent de ce sujet ? Bien, je pense que les sénateurs sont des gens pragmatiques, ils ont aussi des électeurs, donc on va rentrer dans des périodes électorales, alors pas sénatoriales, mais municipales, mais pour autant, je pense que de temps en temps, ça permet de remettre des sujets sur leur ouvrage. Les sénateurs ont bien compris, et ils le disent, à commencer par celui qui s'occupe des lois de finances, donc des gens qui sont tout à fait au fait du problème. En fin de compte, l'IFI est un impôt tout à fait aberrant, confiscatoire, pour moult et moult raisons. Depuis 1981, l'IFI est un impôt qui a fait fuir des masses considérables de capitaux de la France vers l'étranger. Alors, on ne le dit pas souvent, ou on le dit sans le démontrer, mais pour autant, c'est une réalité économique. Beaucoup de gens sont quand même partis à l'étranger pour fuir cet impôt qui est un impôt confiscatoire. L'IFI, c'est une accumulation de richesses, ok, mais c'est des gens qui avant ont payé leur impôt sur le revenu et donc ou sur les successions. Donc c'est une double imposition, et quand on dit une double imposition, c'est quand même assez confiscatoire. Alors, moi, j'ai une proposition complémentaire à celle de nos sénateurs. Sur Paris, on a environ 50 000 logements de vide. C'est un premier point. Deuxièmement, Paris, c'est une ville qu'on appelle une zone tendue. Pourquoi elle est tendue? Parce qu'on n'a pas assez de logements, d'offres de logements à la location ou à la vente. Eh bien, il y aurait une manière très simple d'améliorer cette offre de logements, que ce soit à la location ou à la vente. C'est de faire en sorte que les personnes âgées, les personnes qui ont plus de 80 ans par exemple, alors je dis 80 ans, je ne veux pas de 85 ans, ce sont des gens qui ont pu acheter des logements pendant la période des 30 Glorieuses, donc ils ont travaillé, beaucoup économisé, et se sont constitués un petit pécule parce qu'ils considéraient qu'il fallait mieux investir dans l'immobilier plutôt que de donner leur argent à une compagnie d'assurance en vue de la retraite. C'est un choix, ils ont arbitré. Ils n'ont pas pris des contrats d'assurance vie, ils ont pris de l'immobilier. Bon, ces gens-là, aujourd'hui, ont un deuxième logement, leur résidence principale plus un deuxième logement, qu'ils pourraient louer. Mais ils sont tellement, ils ont pas, du moins du temps du mari, si je puis dire, ils n'ont pas déclaré correctement la valeur du bien. Bon. Et donc, ils ont tellement peur d'avoir un redressement fiscal au titre de l'IFI. Vous imaginez une personne de 85 ans en face des limiers de l'administration fiscale? Je pense que c'est insoutenable pour eux. Donc, ils ont une telle peur d'avoir un redressement fiscal que du coup, eh bien, ils neutralisent complètement le logement, ni à la vente. Parce que ils vont avoir une imposition sur la plus-value d'une part, et d'autre part, ils vont avoir un redressement au titre de l'IFI, ou de le mettre à la location, parce que là aussi, ça va apparaître dans les miroirs de l'administration fiscale. Donc, ils neutralisent ces logements. Donc, moi, je fais la proposition suivante. Pour les personnes âgées de plus de 80 ans ou 85 ans, peu importe, eh bien, quand un logement est vendu, on le considère comme une résidence principale, qu'il soit résidence principale ou pas. Et donc, pour le premier, en tous les cas. Donc, du coup, pas d'imposition sur la plus-value, puisque ça n'en a pas sur la résidence principale. Et sur l'IFI, on ferme les yeux. Je pense que des Français qui ont 85 ans ont payé suffisamment d'impôts pendant de nombreuses années. Donc je pense que on peut faire une absolution trentenaire et dire ok, on ne paye plus rien. Et puis si on le met en location, eh bien là encore, on neutralise tout ce qui pourrait être, on ferait réapparaître ces biens, et donc du coup ça va permettre de loger des Français dont certains sont peut-être à la rue. Et donc je préfère qu'on fasse une amnistie fiscale pour les plus de 85 ans que de voir des gens qui dorment dans la rue. Et pour vous, ça, aujourd'hui, les sénateurs sont en capacité de le faire? Alors, non, de l'ajouter. Alors, les sénateurs sont capables de faire une proposition, puisque en France, les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins vrai que les sénateurs peuvent être des forces de proposition. Donc, j'aimerais bien que nos parlementaires
écoute de temps en temps les sénateurs et s'inspire de ce qu'ils font pour permettre d'améliorer la loi. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, moi je constate quand même une très grosse évolution au niveau de notre Assemblée nationale. Pendant de nombreuses années, quand on suivait les débats à l'Assemblée nationale, on avait la gauche et la droite qui se disputaient les textes de loi pour les améliorer. Donc, ça prenait un jour, ça prenait 2 jours, ça prenait 10 jours, on discutait et les projets de loi étaient améliorés. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est le responsable parlementaire de La République En Marche, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, qui à un certain moment dit on va voter, on fait un vote bloqué et tous les amendements proposés par Pierre-Paul Jacuzan, quelle que soit son obédience politique, eh bien, n'est pas pris en compte. Donc on est passé d'une majorité parlementaire, enfin d'un régime parlementaire à un régime purement présidentiel. Et ça, je ne suis pas certain que les Français l'aient voulu. Donc ça peut peut-être expliquer un certain nombre de frustrations, de mécontentements et de colère de nos concitoyens. Je pense qu'il faut revenir à un régime parlementaire dans lequel tout un chacun parlementaire puisse proposer des amendements, que ces amendements puissent être discutés et que la loi ainsi faite soit meilleure que le projet de loi initial. Et que les messages passent mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de parlementaires, y compris de La République En Marche, qui disent « nous ne servons à rien ». Et quand nos parlementaires disent qu'ils ne servent à rien, on peut vraiment s'interroger sur la démocratie de notre pays. Merci beaucoup Christophe Zeller. Je vous en remercie. Merci. À bientôt.